Bienvenue à tous. Si vous venez nous rejoindre, surtout ne changez pas de chaîne, c'est le grand dossier de Midi Ensemble. Il est consacré aux femmes qui prennent le pouvoir. De plus en plus, les femmes ont des postes clés dans des entreprises. Il est vrai que les hommes trustent encore l'immense majorité des directions, mais surprise, les femmes ne sont plus cantonnées à des secteurs gravitant autour du marketing et de la communication. Au contraire, elles investissent désormais l'industrie et quelques-uns de ses plus beaux fleurons. Aujourd'hui encore, le paysage économique est largement peuplé de costumes cravates, certes, mais les femmes PDG ou dirigeantes ne font plus figure d'ovni dans le paysage patronal. Vous allez voir que les talents ne manquent pas. Certaines femmes ont déjà réussi à s'imposer sans attendre les lois de parité, PDG, directrice générale ou présidente. Et ça concerne toutes les couches sociales. Nous verrons dans cette émission un reportage exclusif dans la communauté bédouine du Negev. Ce sont toutes ces femmes que Midi Ensemble vous propose de découvrir aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir Élise Brésis. Élise Brésis, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeure d'économie à l'université de Bar-Ilan. Vous avez beaucoup travaillé sur la place des femmes dans le monde de l'entreprise. Et Fleur Citruc, vous avez évidemment enquêté sur ce dossier. Évidemment, Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Marianne interviendra en direct pour vos questions, vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à utiliser le mail midiensemble@i24news.tv. Et pour parler des femmes en plateau, eh bien j'ai le plaisir, on s'est fait plaisir d'avoir un plateau 100% féminin. Surtout, restez avec nous. Mais avant de commencer notre émission, je vous propose de regarder un sujet de Lise Barenbaum. Les femmes ont pris le pouvoir dans les entreprises, en politique, dans le monde de l'art. Elles sont désormais les leaders d'opinion et n'hésitent pas à contester la domination des hommes. Ces Wonder Woman réussissent souvent à concilier des responsabilités énormes avec une vie de femme et une vie de famille. Des super nanas qui n'ont rien à envier à leurs homologues masculins et qui imposent souvent des politiques bien plus agressives que les hommes dans leur cadre de travail et la garantie de résultats financiers juteux. Regardez le reportage, on en parle après. Dans les années 90, la femme puissante ressemblait à ça. Qui sont les femmes qui dirigent le monde aujourd'hui ? Selon la très sérieuse Harvard Business Review qui a étudié les profils des 24 femmes qui comptent parmi les dirigeants des 500 plus importantes entreprises du classement Fortune, il y a des surprises. Ces femmes n'ont pas forcément fait les plus grandes études. Elles ont surtout fait leurs armes dans la durée, restant plusieurs décennies dans la même structure, à l'image d'Anne Lauvergeon qui a présidé Areva pendant plus de 10 ans et qui s'est depuis reconvertie dans le conseil et a présidé une commission sur l'innovation en 2013. Toute société doit avancer et ça c'est l'innovation. L'innovation c'est un formidable moyen de rebattre les cartes, de créer des emplois, de se développer, d'améliorer aussi la qualité de vie des Français. Mais pour innover, il faut être capable d'expérimenter, de prendre un peu plus de risques au démarrage. Moi je crois qu'il y a une dynamique entre principe de précaution, principe d'innovation. Vous savez, ce qu'on appellerait en Chine le yin et le yang. Je crois qu'on a besoin des deux. Dans un monde où 91% des postes de PDG sont occupés par des hommes, environ 70% des femmes PDG ont passé plus de 10 ans dans l'entreprise dont elles ont pris la tête. Les autres ont tracé leur chemin dans une entreprise avant de la quitter pour un poste de PDG dans une autre société, à l'image de Delphine Ernotte, 22 ans de carrière chez France Télécom et Orange, qui sera la première femme à diriger France Télévisions à partir d'août prochain. Chez Orange, un univers d'ingénieurs souvent masculins, elle s'est attachée à défendre la place des femmes. Aujourd'hui, les entreprises cherchent des femmes ingénieurs. On est à l'ère de la parité. La parité, ça n'est pas seulement des chiffres et du sectarisme, c'est au contraire la complémentarité entre les jeunes femmes, les jeunes hommes, et dans l'aéronautique comme dans tout autre domaine. Les hommes doivent attendre bien moins longtemps au sein d'une entreprise pour être promus. Les femmes seraient donc davantage mises à l'épreuve sur le long terme. Mais elles sont aussi mieux armées. Selon une étude réalisée par l'OCDE dans 65 pays, dès l'âge de 15 ans, elles consacrent 1 heure de plus que les garçons par semaine à leurs devoirs, d'où leur succès scolaire. Elles représentent 57% des inscrits en licence et master. Aujourd'hui, d'après le Time Magazine, les jeunes américaines de moins de 30 ans gagnent en moyenne un salaire supérieur de 8% à celui des hommes, même si les écarts restent forts, en Europe notamment. En matière d'égalité professionnelle, je crois qu'on n'a pas du tout atteint le niveau souhaitable parce qu'il y a toujours des écarts de rémunération extrêmement importants, de l'ordre de 27%, ramenés à 16% si on prend en taux horaire. Et puis avec une conception de la parentalité en entreprise et même dans notre société qui n'est pas à la hauteur des enjeux, très clairement.
Pour la plupart des femmes, la réussite est synonyme d'omnipotence. Être mère, être professionnelle, être femme, une exigence parfois bien difficile à atteindre. Au classement des femmes les plus puissantes du monde, on trouve beaucoup de femmes politiques. En tête, la chancelière allemande Angela Merkel, qui a su s'imposer à la tête d'un pays dynamique depuis 2005. Mais aussi la présidente brésilienne Dilma Rousseff, qui va bientôt accueillir les JO 2016. Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, seule française dans le top 100. Hillary Clinton, l'ex-chef de la diplomatie américaine, est candidate à la présidentielle de 2016. Ou encore Sheryl Sandberg, directrice d'exploitation de Facebook, devenue presque aussi connue que son fondateur Mark Zuckerberg. Et en France, François Hollande a fait de la parité une des priorités de son quinquennat. Les partis qui ne présentent pas autant de femmes que d'hommes ne toucheront plus un seul centime d'euro de l'État au titre de la dotation qui est versée aux partis politiques. Et les partis qui ne parviennent pas à atteindre 50% de femmes élues à l'Assemblée nationale paieront une pénalité. Au-delà du monde politique, les femmes affichent même des performances hors du commun en tant qu'espionnes. La CIA compte un homme pour une femme. En 2011, c'est une jeune analyste de la CIA qui a débusqué Ben Laden au Pakistan après une traque de 10 ans. Une histoire qui a inspiré le film Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, avec Jessica Chastain dans le rôle principal. Et on parle des femmes qui prennent le pouvoir avec Fleur Citruc. Alors Fleur Citruc, aujourd'hui c'est une évidence, les femmes peuvent postuler à n'importe quel poste, mais que ce fut dur. Et oui, aujourd'hui, avec le recul, il y a eu de tels changements. Je pense à ma mère tout simplement, et elle a dû demander l'autorisation à mon père pour ouvrir son compte en banque. Imaginez quand vous êtes PDG, attendez pour signer mon chèque, j'attends que mon mari soit là. Enfin, c'était impossible d'avoir des postes à responsabilité. Ça a été aboli juste en 65, cette obligation légale. Mais la vraie révolution pour la femme, ça a été l'accès à une contraception maîtrisée, la pilule gratuite remboursée par la Sécu en 74, et Simone Veil qui a permis le droit à l'avortement. En politique, pour que les femmes soient élues, il a d'abord fallu qu'elles soient électrices, qu'elles puissent voter. Ça n'a été qu'en 1944, donc très tard en France. Et il a fallu attendre l'an 2000 pour qu'il y ait un accès tout à fait égal à tous les mandats électoraux pour les hommes et les femmes. Et en Israël, c'est pareil? Eh bien non, puisque Israël est un pays jeune et donc fondé sur un idéal socialiste, donc beaucoup plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Et on a eu en Israël la première femme Premier ministre, Golda Meir, dès 1969, et c'était la troisième au monde après le Sri Lanka et l'Inde. Donc on est un peu en avance au niveau de l'accès aux femmes à des postes de responsabilité en Israël. Alors Élise Brésis, vous êtes universitaire. Dites-nous, est-ce que ça a été facile d'obtenir la place que vous avez? Oui et non, parce qu'effectivement, après les années 80, si une femme a l'éducation et si elle a la volonté, elle peut arriver. Et pourtant, les données ne sont pas encore avec cette fameuse parité. J'ai regardé les données de Google, qui est une des compagnies où les gens préfèrent travailler. Et bien, quand vous allez parmi les ingénieurs et ceux qui travaillent dans le technique et qui ne sont pas secrétaires, vous n'avez que 17% de femmes. C'est très très peu, puisque c'est vraiment une compagnie très jeune. Et donc là, d'un côté, vous avez effectivement, on peut être très très optimiste, et d'un autre côté, les données montrent que ça va très lentement. Mais vous voyez, vous, des changements justement dans votre cadre de travail? Il y a beaucoup de femmes? Bien, je vois que le nombre de femmes professeurs n'est pas très élevé. Vous avez beaucoup d'étudiantes, vous avez même plus d'étudiantes que d'étudiants, et vous avez beaucoup moins de professeurs. Il faut aussi dire que ce qui a changé les données les plus importantes, c'est surtout le fait que les femmes étudient. Les femmes étudient pas moins que les hommes, alors que fin du 19e siècle, début du 20e siècle, les femmes étudient beaucoup moins que les hommes. Et donc ça a été ça le très grand changement. Et quand vous regardez le monde développé par le monde qui ne l'est pas, quand vous regardez surtout le monde arabe, les femmes là-bas n'étudient pas. Non, c'est ça Il y a énormément de différences sur les pays, après on va y revenir. Mais... Oui. Bon, en tous les cas, les femmes sont de plus en plus importantes dans des postes, mais tout n'est pas rose. Regardez, le rythme d'accession des femmes aux postes de direction demeure très lent. Les conseils d'administration des plus grandes sociétés cotées sur les places boursières européennes comptent 89% d'hommes, c'est ce que vous disiez justement, Élise, et à peine 11% de femmes. La Norvège fait figure d'exception, puisqu'elle est le seul pays offrant un modèle proche de l'égalité
entre les femmes et les hommes, avec 42% de femmes et 58% d'hommes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises cotées en bourse, une conséquence directe sur les quotas mis en place en 2006. Alors on vient de le voir, hein, l'égalité est loin d'être la norme que l'on attend, en tous les cas un certain degré de pouvoir. Quels sont encore les freins à l'évolution des femmes dans l'entreprise selon vous, professeur Brésis? Je pense que le grand problème, c'est surtout les crèches. C'est-à-dire il faut faire la différence entre ceux qui arrivent au top, qui arrivent à la tête, et les femmes qui travaillent. Alors, point de vue parité de femmes qui travaillent, je crois que c'est complètement acquis. Les femmes travaillent même plus que les hommes actuellement. Le taux de participation dans certains pays est même plus élevé. Mais vous avez effectivement la question comment arriver tout à fait à la tête. Et quand vous regardez les données, deux données que je voudrais donner, Davos, qui vient à Davos, parce que c'est vraiment les élites, eh bien vous n'avez pas plus que 20% des femmes à Davos. Quand vous regardez les données sur chefs d'entreprise dans le monde développé, non plus, pas plus de 20%. Donc, il y a un changement, mais le changement prend du temps et je pense que c'est un peu normal. C'est-à-dire on ne devrait pas dire c'est un problème. Au contraire, on est en train lentement de le résoudre. En tous les cas, on vient de le voir, Fleur Citruc, c'est vraiment différent selon les pays. Hein. Oui, en gros, il y a les pays latins, donc il faut partir par exemple l'Italie, où il y a une culture plus machiste, où les femmes font plus enfants et elles ont moins l'accès à des postes de responsabilité. Et il y a les pays du Nord qui ont fait, eux, de l'égalité homme-femme une priorité, avec la Norvège en bon élève. Et la France, elle se situe à peu près au milieu, avec des femmes qui continuent à faire des enfants et font carrière. Et ça, c'est grâce aux crèches, et vous l'avez bien expliqué, Élise Brésis, hein, c'est la clé pour la réussite d'une femme, c'est qu'on puisse garder ses enfants. Et par exemple, l'Allemagne, les femmes, elles doivent choisir entre faire des enfants et avoir une carrière parce qu'il n'y a pas de crèche. Alors justement, Samuel Calvo a justement demandé aux Israéliens ce qu'ils pensent, que les hommes et les femmes sont égaux dans le monde des affaires. Regardez. Les femmes et les hommes sont éduqués dans l'égalité et les femmes sont capables de faire ce que les hommes font. Il n'y a aucun doute sur le fait que nous sommes égaux et je trouve ça assez triste qu'elles ne soient pas traitées de la même façon que les hommes dans le monde du travail. Absolument, ils sont égaux. Dans notre société, j'ai des doutes, mais ça devrait être le cas. On devrait être traités de la même manière. Je ne dis pas qu'ils sont égaux, mais moi, personnellement, autour de moi, je ne sens pas trop d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et nous retrouvons tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors Leslie de Mantes-la-Jolie nous dit que dans son entreprise, ses collègues masculins ont pratiquement tous été augmentés, sauf elle. Que puis-je faire, nous dit-elle, Fleur? Eh écoutez, ça ne me surprend pas beaucoup parce que les études, elles montrent que les femmes, elles sont payées à profil égaux et expérience égale 9 à 15% de moins que les hommes. Donc malheureusement, vous êtes dans le cas de beaucoup de ces femmes, mais il y a deux choses. D'une part, en fait, les femmes, elles ont tendance, dans les études, on le montre, à se dévaluer. Donc déjà, allez voir votre patron et demandez-lui une augmentation. Il y a peu de femmes qui osent le faire tout simplement, alors que les hommes, ils n'hésitent pas. Ils s'auto-complimentent et se valorisent, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des femmes, elles sont carrément allées devant la justice pour réclamer réparation. Elles ont eu de 50 000 à 300 000 euros de dommages et intérêts de leur entreprise. C'est également une solution. Une autre question peut-être, Marianne. Oui, effectivement. Alors, une téléspectatrice de Marseille nous dit que tout le monde sait que l'égalité homme-femme n'existe pas dans le monde du travail. Malgré les promesses répétées des gouvernements, ça reste un vœu pieux, nous dit-elle. Pourquoi ne fait-on pas simplement une loi pour obliger les entreprises à avoir 50% de cadres de femmes, Élise ? Je crois que c'est quand même très difficile et je crois que quand même, il ne faut pas trop demander de réglementation. Les choses vont se faire, les gens vont entrer. D'abord, la participation des femmes est très importante et les femmes vont prouver comme elles sont importantes dans ce qu'elles font. Je voudrais d'ailleurs rappeler que dans les fonds d'investissement, quand il y a énormément de femmes, les profits sont plus élevés et les risques moins grands. Donc, avec le temps, c'est ce que les gens font. Mais la plus grande problématique quand même pour les femmes, c'est de concilier justement cette vie privée et cette vie professionnelle. Élise, aujourd'hui, dites-nous, est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible. Je crois qu'il faut vraiment un petit peu de volonté au départ, mais c'est vraiment possible. Et non seulement, mais la vie va changer. C'est-à-dire, on va avoir de plus en plus de robots, de robotique.
Et donc, pour vraiment avoir un sens dans la vie, je crois que le travail devient quelque chose de très important. La femme qui était à un moment au foyer, et c'était une valeur au début du XXe siècle, et actuellement n'a plus de sens. Oui, c'est vrai que c'est pas suffisant. C'est plus suffisant. Reste avec nous, le grand dossier de Midi Ensemble, ça continue. On se retrouve après une courte pause pour parler de ces femmes qui prennent le pouvoir. Vous allez voir un beau reportage sur les femmes bédouines dans le Negev. Restez avec nous. Vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui au programme, les femmes qui prennent le pouvoir au plus haut niveau de la société. Fleur Citruc, vous avez été voir Elisabeth Kogan, une femme qui a fait certes des études prestigieuses puisqu'elle a fait l'école centrale à Paris, mais en Israël, ce diplôme malheureusement ne signifie absolument rien. Elle a dû recommencer tout en bas de l'échelle et aujourd'hui, elle se retrouve à la tête de 1200 personnes chez Teva, la première entreprise pharmaceutique israélienne. Vous l'avez rencontrée chez elle à Ra'anana. Vous allez voir, c'est une sacrée bonne femme. Elisabeth Kogan, bonjour. Vous êtes à la tête du département de recherche et développement sur les médicaments génériques de Teva. C'est un poste avec d'énormes responsabilités. Vous avez 1200 employés. Est-ce que c'est une source de fierté pour vous d'avoir atteint ce niveau de responsabilité? Alors oui, c'est une source de fierté, surtout de pouvoir influencer, d'avoir un impact sur le destin de l'entreprise et sur les médicaments qu'on offre aux patients qui en ont souvent tellement besoin. Et puis une source de fierté de pouvoir mélanger une vie professionnelle à une vie personnelle riche également. Alors, on va parler de votre parcours. Vous êtes diplômé de l'école centrale, mais quand vous êtes arrivé en Israël, ça voulait rien dire, une grande école. Et vous avez commencé en fait en bas de l'échelle à Teva. Oui, alors ça, on peut le dire. J'ai commencé, je suis arrivée en tant que stagiaire, je ne parlais pas l'hébreu. J'ai commencé au département marketing alors que ma formation était une formation scientifique. Ça m'a plu et puis petit à petit j'ai réussi à grandir dans l'entreprise. Et au départ, quand j'ai essayé d'expliquer les grandes écoles françaises, c'était une mission impossible. Alors au bout d'un moment, je disais que j'avais étudié à l'école à la Sorbonne parce qu'au moins les gens connaissent la Sorbonne ici, mais personne ne comprend ce système très français des grandes écoles. Alors, vous dites que vous avez su concilier vie professionnelle et vie de famille. C'est sans doute difficile à ce niveau de responsabilité. Alors, il faut être bien organisé et il faut être bien soutenu. J'ai la chance d'avoir les deux. J'ai alors d'abord un mari qui croit très féministe, peut-être même plus féministe que moi, qui est toujours là pour me soutenir, toujours là pour donner un coup de main. Je voyage énormément. Toutes les quelques semaines, 2-3 semaines, je suis à l'étranger et je sais que tout est bien en ordre à la maison. J'ai la chance d'avoir des enfants, 3 filles, formidables, en bonne santé, on touche du bois, et qui n'ont pas de soucis. Et donc ça permet aussi une liberté professionnelle. Et puis au travail, eh ben, il y a une compréhension. Si jamais j'ai besoin de rentrer pour un concert ou pour un événement de fin d'année, j'ai la liberté de le faire. Et puis quand il faut que je travaille et que je voyage, eh ben, je le fais également. Mais ça ne vous a jamais freiné dans votre carrière? Ça n'a jamais posé de difficulté, le fait d'être une femme? Il y a parfois eu des situations un peu insolites. Mon patron m'a offert une promotion d'y diriger le département de vente et de marketing pour une des unités de Teva. Je savais que j'étais enceinte, il ne le savait pas encore. Donc j'étais le voir, je lui ai dit voilà, je suis enceinte et si tu veux changer d'avis, eh ben, il a encore le temps de le faire. Donc il a réfléchi, il m'a dit non, je vais te soutenir. Et puis j'ai rencontré les équipes, des hommes de par le monde, une 50aine d'années, très professionnels, qui avaient fait ça
pendant toute leur carrière et qui se retrouvaient avec une petite jeune, j'avais 30 ans, enceinte, comme patronne. Et je suis sûre que dans leurs conversations entre eux, ils étaient probablement pas très flatteurs à mon égard. Mais moi, je ne m'arrête pas là. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis juste dit, je vais leur apprendre à travailler avec moi. Et on s'est mis à travailler ensemble. Et au bout de, je dirais, 6 mois, on avait passé cette première barrière. Et ça m'est revenu dans ma carrière à plusieurs... En fait, vous ne vous laissez pas impressionner? Je me laisse pas impressionner, puis je ne me pose pas tellement la question de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, est-ce qu'on apprécie. Non, il y a un travail à faire, c'est mon job, et bon, on va le faire. Il y a encore quand même trop peu de femmes dirigeantes. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un destin un peu exceptionnel? J'ai le sentiment d'avoir de la chance. J'ai le sentiment d'avoir de la chance de pouvoir concilier une vie professionnelle passionnante et une vie familiale. Donc je dirais, je ne sais pas si exceptionnelle, mais en tout cas oui, d'avoir de la chance. Alors vous travaillez dans la première entreprise pharmaceutique dans les génériques au monde, Teva. Et quand vous allez à l'étranger avec ce type de femme dirigeante, est-ce que vous avez parfois des incompréhensions ou est-ce que vous pouvez nous raconter des anecdotes par rapport à votre fonction et le fait que vous soyez une femme? Alors en général, ça passe ni vu ni connu. Enfin, je n'ai jamais senti qu'on me percevait différemment. Peut-être à l'exception du Japon, où c'est encore plus rare. Et donc oui, au Japon, on m'avait expliqué la première fois que j'y étais qu'il fallait que je m'habille en jupe, que je sois... On m'avait expliqué comment une femme doit se comporter au Japon, ce qui n'était pas forcément naturel pour moi. Mais moi, j'ai ma tendance, je m'adapte et je respecte toutes les cultures. Et donc, on s'adapte. Mais quand on vous écoute, ça a l'air très facile et très lisse. Vous avez peut-être vu autour de vous des femmes qui ont eu plus de difficultés dans leur carrière? Moi, ce que je vois, c'est trop de femmes qui ont tendance à s'auto-limiter et qui s'arrêtent. Elles vont avoir un poste peut-être avec le souci de pouvoir gérer famille et travail, le souci des voyages. Et donc des femmes qui vont se dire, je suis arrivée à ce niveau-là, mais peut-être que ça suffit. Alors qu'elles sont tout à fait capables d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et justement, quels conseils vous leur donneriez à ces femmes? De mettre les hommes moins sur un piédestal, de se dire qu'elles ont parfois tendance à se sous-estimer et qu'il faut se pousser, qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. On va suivre votre conseil. Merci beaucoup, Elisabeth Kogan. Merci, au plaisir. Fleur, une belle rencontre. Écoutez, une femme impressionnante, on le voit dans cette interview, mais moi ce qui m'a marqué c'est sa simplicité alors qu'elle dirige 1200 personnes, elle est restée la même, c'est la force tranquille. Je voulais vous raconter quand même une toute petite anecdote, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'aborder son mari pendant l'entretien, je m'en suis rendu compte après, j'ai dit je vous ai parlé de vos enfants, de votre carrière, mais pas de votre mari, elle m'a dit écoutez, on n'a pas eu le temps mais j'ai pas le temps dans la vie non plus. Et je crois qu'il faut quand même souligner ça, que les maris, ils doivent soutenir ces femmes-là. Quand on est à un poste de responsabilité aussi haut, ça ne peut pas se faire sans l'homme. Vous savez, quand on voit un président ou un homme d'entreprise, on dit chercher la femme, et on peut dire la même chose quand ce sont des femmes à la tête d'entreprise. Oui, mais c'est pas facile quand même de se déplacer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Elise? On a l'impression que c'est quand même un mélange des genres, là. Je crois qu'il y a un changement aussi dans la vie familiale. Il y a effectivement, de ce point de vue, il y a vraiment une plus grande parité. Donc, il y a des hommes qui prennent des congés paternité. Enfin, il faut ça pour pouvoir permettre à une femme de faire carrière. Donc il faut un homme derrière. Allez, mais aussi dans les couches sociales les plus défavorisées. Fleur Citruc, vous vous êtes rendue dans ces villages bédouins, dans le Negev, qui ne sont pas reconnus par l'État d'Israël. Là-bas, on vit sans eau courante ni électricité. Et dans ces sociétés très traditionnalistes, les femmes font encore en moyenne 7 ou 8 enfants. Et pourtant, malgré les difficultés, ces femmes ont décidé de créer leur propre association aujourd'hui. Elles créent leur micro-entreprise et encouragent leurs filles à aller, figurez-vous, à l'université. Des destins incroyables que vous nous racontez, Fleur, dans ce reportage. Regardez. Basma prépare elle-même le za'atar, cette épice très prisée de la communauté bédouine. Cette mère de 15 enfants propose depuis plusieurs années un service de traiteur pour les grands événements et de la restauration destinée aux touristes. Une petite entreprise qui permet d'améliorer le quotidien de toute la famille. Cette cuisine, tout ce qui est autour de nous, c'est moi qui l'ai payé. J'ai acheté les matériaux de construction, les parpaings, la céramique et le sable. J'ai aussi participé à la construction. Avant ça, j'avais économisé de l'argent sur mon entreprise de restauration et j'ai aussi payé des travaux dans la maison. Comme la plupart des hommes du village de Bir al-Mashash, le mari de Basma travaille dans la construction dans le nord d'Israël et ne rentre que les week-ends. Les femmes doivent gérer seules le quotidien.
On ne peut pas parler d'égalité dans la société bédouine. Les hommes ont beaucoup plus de droits, ils peuvent sortir, aller travailler à l'extérieur. Les femmes sont confinées à la maison, elles doivent s'occuper de leurs enfants. La plupart des femmes ici ont 7 ou 8 enfants en moyenne. Comment voulez-vous bouger quand vous avez des petits de 2-3 ans à la maison? C'est difficile de s'épanouir dans ces conditions. Pourtant, Basma, comme de nombreuses femmes bédouines, a choisi de relever la tête. Elle a suivi plusieurs ateliers de l'association Sidré pour l'éducation et le développement. Son plus beau cadeau, ce jardin potager que l'organisation a installé au cœur du village et que Basma a encore agrandi. Toutes les études dans le domaine du développement le montrent. Si vous investissez dans un homme, vous avez aidé une personne. Si vous investissez dans une femme, vous aidez cette femme, sa famille et toute la communauté. Car habituellement, les femmes choisissent de rendre ce qu'on leur donne en soutenant la famille et puis la communauté. Elles agissent au-delà de leur simple intérêt personnel. En tout, 8 jardins ont été créés dans différents villages. En près de 20 ans, l'association Sidré a permis à 2500 femmes d'apprendre à lire et écrire. Le but, que ces femmes puissent conquérir leur indépendance. Toutes les femmes qui ont eu la chance de suivre des cours ou ateliers ont été confortées dans leur projet et ont pu ouvrir un commerce. Et bien sûr, ce sont de très bons exemples pour les autres femmes. Ça les motive à ouvrir un commerce à leur tour. Grâce à ça, la situation économique de la famille s'améliore et par ricochet, celle de toute la communauté. L'association aide les femmes à vivre de leur artisanat traditionnel, la confection de tapis, mais leur ouvre aussi bien d'autres horizons. Rajer a pu suivre des cours d'arabe, de mathématiques et d'hébreu. Cette mère de 9 enfants a ensuite transmis sa motivation à ses filles. Toutes mes filles ont suivi des études supérieures, que ce soit dans l'économie ou pour devenir infirmière, institutrice ou encore avocate. Grâce à Dieu, elles sont toutes allées au bout de leurs études. C'était très important pour moi. Je suis une mère comblée. Je pense que maintenant, il y a un vrai changement dans la communauté bédouine. Nous sommes passés des tentes à des bâtiments en dur. Pensez, avant, on allait chercher de l'eau au puits et on s'éclairait avec des lampes à gaz. C'est parce que les femmes travaillent que ce changement a été rendu possible. Elles contribuent elles aussi au revenu de la famille et ça, c'est la formule de la réussite. Ces femmes vivent toutes dans des villages qui ne sont pas reconnus par le gouvernement israélien. Les pylônes enjambent les bâtiments sans les fournir en électricité. Il n'y a pas d'eau courante et leurs maisons peuvent être détruites du jour au lendemain. Pourtant, chacune à leur manière, ces femmes ont choisi de prendre en main leur destin et de se battre pour que leurs enfants aient droit à un avenir meilleur. Alors Fleur Sirtruc, ce qui ressort de ce reportage, c'est justement cette solidarité féminine. Vous pensez que finalement c'est ça la solution pour s'en sortir? Moi je crois qu'effectivement les femmes en se soutenant, en faisant des associations, bon, à un niveau, au top niveau, on a le Women's Forum pour l'économie où les femmes leaders du monde entier se rejoignent et elles ont des échanges et essayent de se soutenir les unes les autres. Moi c'est vrai que je pense que ça peut être une solution pour qu'il y ait plus de femmes à des postes dirigeants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense que dans le networking, si les femmes veulent réussir, elles doivent vraiment rentrer dans le networking mondial, rentrer dans le monde des hommes. Je crois que ce n'est pas très bien de faire un monde à part, mais ce qu'on voit là à propos des femmes bédouines, c'est quelque chose de très important parce que le self-made woman n'est pas quelque chose de très facile à faire. Vous allez contre la notion que la femme n'a pas l'idée de l'innovation. Et là, on voit quelque chose de vraiment très merveilleux. Je ne sais pas si ça peut continuer sans la baisse de natalité mais après, il faut la contraception, je pense que c'est l'étape suivante. Tant que les femmes vont faire des enfants, ça va pas être facile cette histoire. Autant d'enfants, c'est compliqué, c'est quand même des contraintes énormes. Bien, dans les données, regardons les données. Alors, on a les données des 400 personnes les plus riches du monde. Alors, vous avez uniquement 12% de femmes, et parmi celles-là, il n'y en a que 8 qui sont des self-made women. Les autres ont tout simplement hérité. Et parmi celles qui sont ces 8-là, très nombreuses de ces femmes n'ont pas d'enfants. Ah. Allez, on va tout de suite regarder ce que Marianne, parce qu'elle a des questions téléspectateurs. Marianne, bonjour.
En effet, alors Joseph aimerait comprendre, alors que l'on dit qu'Israël est un des pays les plus modernes du monde, comment est-il possible qu'il existe un tel sexisme, que ce soit chez les Bédouins que l'on vient de voir ou même chez les Israéliens juifs. Qu'en pensez-vous ? Élise. Écoutez, là, il y a un peu le problème des normes sociales, de la religion, des orthodoxes. Et on se retrouve en fait au XXIe siècle un peu moins ouvert qu'au début d'Israël. Comment vous expliquez ça ? Je crois qu'effectivement, les normes sociales, on a eu un changement, on a eu des mouvements d'orthodoxie, leur pouvoir. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important et de grave, parce que s'ils vont vraiment être 50% de la population en 2040, je ne sais pas ce qui va se passer avec la parité. Et je pense que c'est un sujet sur lequel, à un moment ou à un autre, on devra réfléchir et discuter. Une autre question, téléspectateur, peut-être Marianne. Oui, Valérie, alors Sonny de Paris nous laisse plutôt un message de soutien. Il dit que les femmes donnent la vie et c'est le plus grand des pouvoirs. Bon, on n'a pas grand-chose à ajouter. Disons que c'est un grand pouvoir, mais celui de travailler aussi, et que le mieux, c'est de pouvoir concilier les deux, puisque la femme, elle a droit à avoir des enfants, mais elle a droit également à faire une carrière. Donc il faut, et pas surtout, elle ne doit pas devoir choisir. C'est ça que l'on demande aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Élise ? Je suis tout à fait d'accord. Je crois que vraiment la chose la plus importante qu'on a à la fin du XXe siècle, c'est que les femmes ont trouvé l'égalité et l'importance du travail et l'importance surtout de s'épanouir. Celles qui veulent s'épanouir uniquement en restant à la maison, je suis assez libérale pour dire très bien, mais la plupart des femmes veulent aller travailler, veulent aller s'épanouir dans le travail et je crois que c'est ce qui doit être. Merci beaucoup mesdames, surtout chères téléspectatrices, gardez vos objectifs. C'est fini pour aujourd'hui, merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est la suite de Midi Ensemble. Quel bonheur d'être avec vous, à tout de suite, ne changez pas de chaîne.